Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Alors bonsoir, merci à tous d'assister à cette nouvelle table ronde Infravenir. Ce soir, on l'a dédié au petit réacteur nucléaire modulaire, donc qu'on appelle communément en anglais Small Modular Reactors. Alors cette table ronde, elle fait écho à une autre table ronde qu'on avait organisée en mars 2023 sur la relance du nucléaire en France. Et ce soir, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. On remercie chaleureusement notre sponsor White & Case pour les locaux et pour l'accueil. Alors, tout d'abord, on va introduire le sujet pour redonner un petit peu de contexte sur qu'est-ce que le nucléaire, comment ça s'inscrit dans le mix énergétique français. En quelques chiffres, le nucléaire, c'est 70% de la production totale d'électricité en France, avec 56 réacteurs de différents niveaux de puissance qui constituent un parc qui est réparti sur l'ensemble du territoire, avec des puissances entre 900 et 1450 MW. On a entendu parler récemment, l'EPR de Flamanville va même au-delà avec un réacteur à 1650 MW. Pour donner aussi un petit peu d'explication, qu'est-ce qu'un EPR? Donc pour réacteur européen pressurisé, c'est un réacteur qui s'appuie sur la fission nucléaire en chaîne. C'est un réacteur de 3e génération qui utilise la chaleur produite par la fission des atomes d'uranium pour transformer de l'eau en vapeur et mettre en mouvement une turbine pour produire de l'électricité. Bon, maintenant qu'on a fait la partie un petit peu magistrale, on s'intéresse du coup au principe, au sujet qui nous intéresse et qui nous réunit ce soir, qui va être les réacteurs modulaires. Donc c'est la miniaturisation d'un réacteur nucléaire. Donc d'une puissance comprise entre 5 et 470 MW. Le terme modulaire, en fait, il couvre plusieurs choses. Et on y reviendra après avec nos intervenants. Donc la première chose, c'est la production. On peut s'adapter aux besoins d'un utilisateur en énergie. Donc on peut mettre plusieurs réacteurs l'un bout à bout ou également appelés modules sur un seul site pour atteindre une capacité donnée. Ou modulaire, ça peut également renvoyer à son mode de construction. Selon la taille des petits réacteurs, on peut les assembler en usine et donc les transporter sur le site de production avec le combustible à l'intérieur. Et on peut également les assembler par modules, dont certains sont conçus et fabriqués en série à l'usine, puis acheminés et assemblés sur site. Donc, comme on y pense, plus le SMR est grand, plus il y aura de la construction sur site. Mais des concepteurs peuvent essayer également d'utiliser de nouvelles méthodes pour les rendre plus modulaires, afin d'améliorer la durée de construction et de limiter les risques associés, afin de gagner en compétitivité. Donc, c'est pour ça que les SMR, finalement, apportent un nouveau regard, un nouveau modèle économique au nucléaire. Donc, nouveau modèle économique, en effet, parce que donc, les réacteurs modulaires qui sont déjà utilisés sur des porte-avions ou dans des sous-marins nucléaires n'ont pas vocation à remplacer les gros réacteurs, mais à offrir une offre complémentaire au nucléaire civil pour décarboner l'économie. Là où les gros réacteurs de forte puissance sont dits électrogènes, c'est-à-dire que leur objet est de produire de l'électricité pour le réseau, les SMR visent à répondre à des besoins spécifiques et locaux pour de la production de chaleur et ou d'électricité. Donc on parle de multi-usage. Ça peut être de la chaleur industrielle, on va le voir, du chauffage urbain, du dessalement d'eau de mer, de la production d'hydrogène, etc. Et grâce à leur petite taille, ils peuvent s'insérer sur des réseaux d'électricité plus petits et permettre aussi d'être donc intégrés à des sites industriels ou à des territoires isolés comme des îles ou le Grand Nord canadien. Ils permettent aussi de apporter une énergie avec des coûts et des délais de construction minorés par rapport à une grosse centrale. Donc, au travers de nos échanges, on va aborder tout ce qui est enjeux technologiques et réglementaires des SMR, mais aussi voir leurs usages, leurs perspectives et leurs opportunités en termes de marché en France et à l'international.
Donc pour ce faire, nous sommes ravis d'avoir ce soir avec nous 2 experts et acteurs du secteur qui ont accepté de partager leurs expériences et leurs projets. Donc Ximena Vasquez-Meignan, avocate counsel chez White Case, et Quentin Delangevial, CFO chez Jimmy Energy. Donc, avant de les interroger sur toutes les questions qu'on peut se poser sur les SMR, je vous propose de vous présenter rapidement. Ximena, à toi l'honneur. Bonsoir tout le monde. C'est un véritable plaisir de vous expliquer un petit peu ces projets de petits réacteurs. Je considère que c'est vraiment le futur, puisqu'on a besoin de décarboner l'industrie et que les énergies renouvelables sont intermittentes par nature. Donc on aura définitivement besoin d'énergie nucléaire, sauf pour les industries énergivores. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le nucléaire. J'ai travaillé pour EDF. J'ai aussi travaillé à l'OCDE, à l'Agence pour l'énergie nucléaire, pendant 11 ans. Et maintenant, je m'occupe du nucléaire chez White Case. Quentin. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai pas fait toute ma carrière dans le nucléaire. J'ai démarré en conseil sur des sujets de financement d'infrastructures. Et après, j'ai travaillé 5 ans dans un fonds de dette qui investissait aussi sur des projets d'infrastructures en Europe. Et donc j'ai rejoint Jimmy pour m'occuper de l'ensemble des sujets financiers avec la perspective et l'objectif d'appliquer le modèle qui est développé pour les énergies renouvelables ou même plus globalement de financement de projets et de l'appliquer au SMR et au SMR Jimmy. Justement, on y reviendra sur ce modèle de financement des réacteurs, comme tu l'évoques, hein, Quentin. On va commencer du coup plus une question un peu générale qu'on peut tous se poser. Bon, finalement, qu'est-ce qu'un SMR, en quoi ça consiste? Et souvent, on entend parler de plein de types de réacteurs nucléaires, AMR, REP, EPR. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous dégrossir le panorama? Quelles sont les différences entre tout ça? Oui, bien sûr. Alors le SMR, enfin, je vais compléter ce qui a été dit. C'est avant tout un renversement un peu méthodologique de comment est-ce qu'on conçoit le nucléaire. Jusqu'à aujourd'hui, l'objectif a été de faire des réacteurs de très forte puissance, donc qui donnent des objets entre guillemets qui sont de plus en plus gros, avec un risque de construction et une complexité qui est très importante. Et donc l'idée, c'était d'atteindre une rentabilité économique par des économies d'échelle. La logique du SMR, elle est un petit peu différente et elle est de se dire, face au risque de construction, au risque c'est-à-dire de délai dans la construction, de dépassement des coûts, comme on a pu le voir sur Flamanville, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de considérer le nucléaire et de repartir à la base vraiment de ce qu'est la réaction de fission nucléaire et de pouvoir l'adapter, trouver des nouveaux usages et le faire de manière plus petite, éventuellement pour faire de l'énergie de manière locale, off-grid, et trouver des nouvelles applications. Donc ça, c'est le cœur du SMR, mais en fait, ce qu'on dit SMR, ça recouvre une réalité qui est très large en termes de taille. On a des tout petits réacteurs, nous on est plutôt de ce côté-là du spectre. Donc notre réacteur, il fait 20 MW thermique et on peut monter jusqu'à 400 MW. Donc on a quand même des échelles de 1 à 40 entre les tailles de puissance des différents réacteurs. Donc déjà, ça c'est une notion très importante. Par ailleurs, on a aussi des technologies qui sont différentes. Il y a des SMR qui vont employer la même technologie entre guillemets qu'il y a dans les gros réacteurs, mais où tout l'enjeu c'est de faire de la miniaturisation et d'avoir des nouveaux points de production d'énergie sur le réseau. Mais il y a aussi d'autres usages où avec des technologies différentes qu'on appelle souvent de quatrième génération. Donc il y a différentes familles de design. Il y a des réacteurs à haute température, comme nous on fait. Il y a des réacteurs avec ce qu'on appelle des neutrons rapides, qui ont l'avantage de pouvoir utiliser du combustible usé
et pour pouvoir régénérer du combustible frais et faire ce qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, il y ait moins de déchets nucléaires et qu'on puisse avoir du combustible frais et du coup que ce soit complètement circulaire. Donc, il y a des projets qui ont des maturités technologiques qui sont différentes selon les technologies. Et donc, l'ensemble de tous ces projets constitue la grande famille des SMR, mais qui ont tous le point commun de réfléchir différemment et de penser différemment la construction et la production d'énergie d'un point de vue nucléaire. Et d'ailleurs, donc là, la slide qui est affichée, peut-être que Chimène... En fait, ça, c'est juste pour illustrer un petit peu les différentes tailles, pour qu'on pouvait voir. Le Rolls-Royce, c'est le plus gros petit réacteur. Alors, il n'y a pas vraiment de définition spécifique. Enfin, il y a une définition qui est donnée par l'AIEA en ce qui concerne les petits réacteurs, où on dit que ça va jusqu'à 300 MW. Mais finalement, comme vous pouvez voir, le Rolls-Royce, c'est un petit réacteur, mais qui fait 470. En fait, il fait autant qu'un réacteur ancien, on va dire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, comme j'ai envie de dire, en fait, les grands réacteurs, c'est 1000 MW au moins. Donc c'est pour ça que maintenant les petits réacteurs, c'est vraiment en dessous. Et là vous pouvez voir, je trouve que ça c'est pas mal aussi. Il y en a certains qui veulent même mettre ça dans des parkings pour donner en fait de l'énergie aux voitures. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la taille. Mais bon après évidemment on va parler de Jimmy plus en détail. Donc attends slide d'après. Oui, bah c'était juste l'illustration pour illustrer un peu la taille. Le petit cube vert, c'est la taille d'un réacteur Jimmy par rapport à la taille de Flamanville au global. Donc ça vous montre bien les différences d'échelle et c'était juste pour illustrer le propos. Justement, du coup, pour parler de Jimmy peut-être plus en détail, ça va être l'objet de ma question. Vous avez du coup, Saint-Jimmy, en avril dernier, vous avez déposé une demande d'autorisation de création pour votre mini-réacteur. C'est la première demande officielle et je pense que c'est une question assez légitime de se demander comment une start-up arrive à maîtriser une technologie nucléaire, une technologie aussi pointue que la fission nucléaire. Comment vous êtes parvenu à développer ce projet et comment vous envisagez l'avenir par rapport à cela? Je compare avec d'autres projets qu'on pourrait avoir vus par le passé, comme Neward, par exemple. Alors, pour développer, en effet, ça peut paraître être un vrai défi. Pour développer une start-up du nucléaire, il faut, je dirais, deux choses principales. Il faut des gens qui sont qualifiés, et ça, on a la chance en France d'avoir une tradition d'une industrie nucléaire depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça, c'est très important. Nous, on a aussi construit l'équipe d'une manière où l'idée, c'est d'associer des gens qui sont experts du nucléaire avec des gens qui viennent d'autres industries, parce que c'est la première fois que, en tout cas, c'est ce qui est nouveau dans le SMR, c'est de quitter les économies d'échelle pour faire des économies de série. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à produire des réacteurs de manière très importante en quantité. Et donc, on se rapproche de logiques industrielles qui sont plus proches de celles de l'automobile. Alors, il n'y aura jamais autant de réacteurs nucléaires dans le monde que d'automobiles, mais vous comprenez la logique, que de l'aéronautique, où ce sont des industries où il y a il y a déjà cette logique d'effet de série. Et donc, nous, ça a été notre réflexion au moment de construire l'équipe, c'était à la fois d'avoir des gens qui sont experts du nucléaire et avoir à certains postes clés des gens qui, eux, apportent leur expertise différentes, qui viennent d'industries qui aussi, on peut penser à l'industrie automobile, qui ont été quand même très challengées les dernières années sur l'avènement de la voiture électrique, etc. C'est des secteurs qui se sont beaucoup réinventés, qui ont beaucoup évolué, peut-être un peu plus que le nucléaire, et donc ces compétences-là étaient très intéressantes. Donc ça, c'est pour les gens. Et ensuite, il faut des outils. Et les outils, c'est des méthodes de conception notamment qui sont développées. Et nous, on utilise un outil qu'on a développé, une plateforme de conception qu'on a développée en interne et qui vient
du développement informatique. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des grandes entreprises comme Google, etc., qui arrivent à travailler avec des dizaines de milliers d'employés simultanément sur une même plateforme. Aujourd'hui, ces outils ne sont pas utilisés, assez peu utilisés dans le nucléaire. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir l'agilité de ces grandes startups technologiques telles qu'on peut les connaître, qui viennent du monde du logiciel, etc., et de pouvoir l'implémenter dans le nucléaire. Donc ça, c'est les deux choses très importantes. Et le corollaire de tout ça, évidemment, c'est d'avoir des fonds pour payer les gens, les outils, etc., et développer un projet. Ximena, maintenant, il manque peut-être le cadre juridique. Le nucléaire, c'est une technologie hyper encadrée. En tout cas, on suit au fur et à mesure. On a pu voir l'an dernier tous les sujets, corrosion sous contrainte, etc. On a vu, les gens ne sont jamais indifférents au sujet du nucléaire. On a vu pas mal de réformes passer ces derniers temps. Et est-ce que ces réformes concernent les SMR? Est-ce que les SMR sont assujettis au même cadre juridique que les EPR? Dis-nous tout. Oui, alors l'énergie nucléaire ne vient pas sans danger, on le sait. Mais ceci dit, comme tu le dis, c'est extrêmement encadré. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 70 ans d'activité nucléaire, nous avons eu 2 accidents avec des dommages hors site. Donc évidemment, cela vous les connaissez puisque tout le monde en parle. C'est Tchernobyl et c'est Fukushima. À chaque fois, donc, on a appris de ces accidents, mais pour un track record, je peux vous dire que les assureurs sont très contents en fait de couvrir le nucléaire parce qu'ils savent que c'est quand même une énergie qui jusqu'à maintenant était très sûre. L'autre côté, c'est que tout ce qui est nucléaire est un bien à double usage. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, ça veut dire que ça peut être utilisé pour des usages civils comme militaires. Donc ce sont 2 choses que le cadre juridique international s'est empressé d'encadrer. Donc la première conventions qui ont été adoptées dès le début a été les conventions en matière de responsabilité civile nucléaire. Donc c'était pour savoir qui serait en fait responsable en cas d'accident nucléaire, parce que l'industrie ne voulait absolument pas travailler et développer des réacteurs nucléaires civils parce qu'ils considéraient qu'ils allaient finir par avoir les mêmes effets qu'une bombe nucléaire, ce qui n'est pas le cas, mais c'était la perception qu'avait l'industrie à l'époque. Et donc, on a un cadre juridique très spécifique qui s'applique. Et la seule personne qui est responsable pour les dommages nucléaires est l'exploitant de l'installation. Et donc, c'est grâce à ça que l'industrie a bien voulu se lancer et développer en fait cette nouvelle activité qui était donc le nucléaire. Bien évidemment, après, il y a la question de la non-prolifération, donc le bien à double usage. Donc tout le monde est au courant du traité de non-prolifération, parce qu'avec les discussions avec l'Iran, les discussions avec la Corée du Nord. Et donc ce traité est essentiel. Tous les pays ont ratifié ce traité pour s'assurer que en fait, tout ce qui est nucléaire ne serait utilisé qu'à des biens civils, à l'exception des 5 pays qui ont en fait la bombe atomique. Après ça, nous avons eu donc les conventions. Alors attends, parce que c'est un peu long. La convention donc sur la protection physique des matières nucléaires. Ça, c'est aussi lié à la non-prolifération. C'est pour éviter en fait les vols de matières nucléaires en cours de transport. Donc ça, c'est une autre convention. Après, nous avons eu Tchernobyl, 1986. Et donc en 1986, tout de suite, il y a eu 2 conventions qui ont été adoptées, qui sont ces conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire et l'assistance en cas d'accident. Et donc, en fait, on a vu les dommages transfrontaliers, parce qu'avant, il y avait eu un autre accident, mais qui n'a pas eu de dommages hors site, qui était l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis. Mais bon, comme il n'y a pas eu de dommages hors site, il y a eu juste une évacuation des gens autour au cas où. C'était la prévention. Mais là, Tchernobyl, on a vu en fait les effets. Donc ces conventions s'appliquent pour les grands réacteurs, donc pour prévenir en cas de dommages transfrontaliers. Après Tchernobyl, on s'est dit bon, il va falloir améliorer quand même le cadre juridique applicable en matière de responsabilité civile nucléaire, surtout s'il y a des dommages transfrontaliers. Donc on a un protocole commun
qui a été établi. Le rôle, c'est de savoir quelle est la convention qui s'appliquerait entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne, s'il y avait des dommages entre des pays qui ont ratifié des conventions différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, nous avons la Convention sur la sûreté nucléaire, qui est la convention de base, c'est cette convention-là qui prévoit que tout État doit avoir une autorité de sûreté nucléaire qui doit être indépendante. C'est le principe. D'ailleurs, Fukushima, un des problèmes qu'il y a eu, c'était que l'autorité de sûreté nucléaire n'était pas considérée comme indépendante. En fait, c'était les mêmes personnes qui allaient entre le ministère, l'industrie et l'autorité de sûreté. Et donc, il n'y avait pas vraiment de contrôle réel. Et donc, ça, c'est un des principes après Fukushima qui s'applique dans tous les pays. Et je sais que c'est un des principes aussi qui fait un petit peu frein au développement des petits réacteurs, mais on va en reparler, parce que c'est tout le système d'autorisation, en fait, qui s'applique. Après ça, donc, il y a eu d'autres conventions qui ont été adoptées par rapport à la RCN, à la responsabilité nucléaire. C'est un sujet extrêmement important parce que ce n'est pas juste savoir qui va être responsable après lorsqu'il y a un accident, mais ça structure aussi le projet. Surtout maintenant, quand les banques sont en train de regarder en fait le développement des petits réacteurs, une des questions c'est qui va être responsable. Moi, je ne veux pas être responsable. C'est quoi l'allocation des risques? Et donc, ces conventions internationales en matière de responsabilité nucléaire sont essentielles. Les fournisseurs regardent aussi de très très près parce qu'évidemment, quand ils vendent en fait des équipements ou qu'ils fournissent des services à l'exploitant, ils aimeraient bien éviter aussi d'être responsables en cas de dommage nucléaire. Donc du coup, c'est vraiment ces conventions-là sont extrêmement importantes dans le cadre du développement d'un projet et de l'exploitation d'une centrale. Après, on continue avec les traités en matière de non-prolifération. Vous avez des zones en fait dans le monde qui sont des zones de non-armes nucléaires. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre de SMR? Non, d'armes. D'armes. Donc c'est des bombes. Enfin, ça c'est par exemple il y a des pays d'Amérique latine qui sont dit que eux, jamais. Donc ça vient renforcer en fait le traité de non-prolifération. Donc c'est pour le militaire. Après nous avons donc la sûreté, donc qui continue à se développer. Donc ça, c'est en matière de déchets. Alors ça aussi, c'est une des grosses questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Est-ce que les déchets sont bien, traités et tout ça? Donc ça, c'est de la convention qui s'applique aux déchets. Et enfin, on a 2 conventions qui ont été adoptées après les actes terroristes aux États-Unis de 2001. Donc c'est l'amendement à la CPPNM et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Donc tout ça, en fait, s'applique lorsqu'on fait un projet nucléaire. Tout ce qui est non-prolifération, c'est ce qui donne le cadre à l'export contrôle. Et tout ça est reflété en droit français. Donc pour l'instant, c'est vrai que en ce qui concerne les petits réacteurs terrestres, ça je tiens à le dire, les petits réacteurs terrestres, toutes ces conventions s'appliquent. Et donc les lois qui ont été adoptées en France pour les grands réacteurs s'applique aussi. La question est maintenant de savoir est-ce qu'il faut éventuellement les adapter aux petits réacteurs. Ça, c'est quelque chose qui est en cours puisqu'on est en train de voir comment est-ce qu'on peut aider au développement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'Europe. Il y a un cadre juridique qui reflète toutes ces conventions. La question pour adapter, ça devra se faire au niveau international nécessairement, puisqu'on pourra... C'est clair que si on touche aux grands principes, oui. Alors, quand on change une convention internationale, ça prend des années et des années. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cadre juridique qui est très dense a permis quand même d'exploiter des centrales nucléaires partout dans le monde avec la même qualité en fait, de sûreté. Et c'est ce qui a permis quand même, je sais qu'il y a une très mauvaise perception du nucléaire et qu'il y avait beaucoup d'antinucléaires. Mais dans les activités industrielles, c'est celui qui a causé, on va dire, le moins de dégâts, en fait. Et il y a eu le moins de morts comparé à d'autres. Mais c'est vrai que c'est une perception que les gens n'ont pas forcément en tête. Oui, je pense que c'est important d'ajouter aussi que tous ces traités sont retranscrits dans la loi nationale. Et il y a en plus des règles supplémentaires
Au niveau français, la réglementation, elle a été pensée pour construire des grands réacteurs, souvent, quasiment exclusivement par où les exploitants sont des entreprises publiques. Donc il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours au niveau de l'État sur évidemment l'État supporte le développement des petits réacteurs nucléaires avec des acteurs privés qui vont chercher des financements privés. Et donc pour ça, il y a besoin de certaines adaptations. Juste pour illustrer le propos, et qui est peut-être, c'est l'exemple le plus simple. Aujourd'hui, il y a une fiscalité spécifique sur le nucléaire en France. Il y a plusieurs composantes, mais la principale, c'est la taxe INB. Si on prend l'ensemble de cette fiscalité spécifique, elle n'est pas du tout proportionnelle à la puissance de l'installation. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel réacteur nucléaire en France doit payer au moins 5,3 millions d'euros par an de taxes. Ce qui, nous, dans notre cas, correspond à peu près aux revenus qu'on attend de nos réacteurs par réacteur. Donc, il y a un certain nombre de modifications qui sont patentes. Il y en a d'autres qui sont moins évidentes, mais qui sont toutefois nécessaires pour permettre à des acteurs privés, des développeurs, mais aussi à des financeurs, à des investisseurs, de pouvoir venir investir sur le nucléaire en France et sur les SMR en particulier. Par exemple, les conventions internationales, bien qu'elles ont été adoptées il y a très très longtemps, au tout début, et qui s'appliquaient aux grands réacteurs, elles avaient déjà prévu. Alors en France, l'exploitant, bon, aujourd'hui on n'a que EDF, mais l'exploitant d'une centrale nucléaire doit avoir une assurance pour couvrir sa responsabilité nucléaire qui est de 700 millions d'euros. Ce qui est énorme. Donc c'est vrai que si ces montants-là s'appliquaient aux petits réacteurs, au niveau des besoins assurantiels, ça serait énorme. Mais il y a une possibilité qui n'est pas encore actée, parce que je pense aussi que ce sera du cas par cas, où en fait il y a un montant inférieur de 70 millions d'euros qui s'appliquerait à des installations, ce qu'on appelle à risque réduit, un faible risque. Et donc la discussion avec les vendeurs de petits réacteurs, c'est de savoir si éventuellement ce montant qui est inférieur, donc qui demanderait moins d'assurance, pourrait s'appliquer. Mais c'est une discussion à avoir entre l'autorité de sûreté, l'État et le futur exploitant. Parce qu'en fait, la différence entre les 70 et les 700 millions d'euros sera portée par le gouvernement si, par le plus grand des hasards, finalement, si l'accident causait des dommages qui iraient au-delà du montant de 70. Donc le gouvernement ne prend pas ça à la légère, puisqu'il sera responsable de la différence. Mais c'est une discussion qui sûrement va aboutir à quelque chose. Sachant qu'il est du coup déjà responsable au-delà de 700 millions d'euros. Ça, c'est le cadre des conventions, en tout cas de l'une des deux conventions. Oui, en fait, il y a la convention de Bruxelles qui prévoit des fonds additionnels qui sont fournis par l'État, qui sont partis à ces conventions. Donc, c'est le cas de la France. La France est partie, en fait, à la convention de Paris, à la convention de Bruxelles. Donc, entre 700 et 1,2, c'est l'État qui va couvrir. Et au-delà de 1,2 jusqu'à 1,5, c'est un fonds international de tous les pays qui sont membres de la Convention de Bruxelles qui fournissent ce montant. Donc, du coup, je sais qu'il y a des discussions sur savoir si ces montants-là seront suffisants ou pas. Mais en tout cas, le nucléaire est une des rares industries où il y a déjà énormément d'argent qui est disponible en cas d'accident pour pouvoir indemniser les victimes. Évidemment, si le dommage allait nettement au-delà de 1,5 milliard d'euros, l'État serait... Enfin, il n'y a rien d'écrit, mais évidemment qu'ils vont prendre en charge l'indemnisation des victimes. Merci. Pour rebondir justement sur comment on inscrit ces projets sur un site industriel, peut-être une question pour toi, Quentin, par rapport au business plan de Jimmy. Donc, on l'évoquait au début, hein, Jimmy, du coup, vous faites de la chaleur industrielle décarbonée. Comment on inscrit un projet sur un site industriel et comment on gère le profil de consommation d'un industriel? Alors, ça correspond un peu à la jeunesse de Jimmy.
l'idée des fondateurs au départ, c'était de se dire, ok, quand on regarde les différents secteurs et le sujet de la décarbonation dans son ensemble, il y a une problématique qui est assez mal adressée, qui était la décarbonation de l'industrie et plus précisément de la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, ça représente environ 70% de la consommation énergétique de l'industrie en France. Et donc, il faut trouver des solutions, et il y a des solutions qui existent. Il y a la biomasse, mais elle est limitée dans ses ressources. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on a à notre disposition quelque chose qui s'appelle la fission nucléaire, qui produit naturellement de la chaleur, qui, depuis 60 ans, cette chaleur est transformée en électricité. Peut-être qu'il y a un modèle où on reste au stade d'avant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on conserve la chaleur et on l'injecte directement sur un site industriel. Ça suppose une chose, et qui est une différence fondamentale par rapport à des réacteurs qui produisent de l'électricité, c'est qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de réseau, enfin, il y a des réseaux de chaleur urbaine, mais il y a assez peu de réseaux centralisés concernant la chaleur. Donc ça implique de s'installer directement sur un site industriel. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, si on s'implémente sur un site industriel, il y a un sujet qui est, est-ce que mon risque n'est pas décuplé en cas d'accident ? Est-ce que le fait qu'il y ait à proximité un site industriel ne va pas faire un double effet qui pourrait amplifier encore les dommages? Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur une technologie qui à la fois produit de la chaleur à assez haute température et qui, de par ses caractéristiques intrinsèques, est assez sûre et limite au maximum les risques d'accident. On l'évoquera un peu plus tard. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a trouvé cette technologie, après il faut aller convaincre des clients. Et ça, les clients, en fait, des industriels, la plupart, quand on parle de l'industrie chimique, à l'industrie agroalimentaire, c'est des gens qui ont l'habitude de gérer des risques et qui aussi ont cet ADN qui comprend un procédé industriel, un risque. Et du coup, c'est des gens qu'on est à même de convaincre et on peut leur démontrer que cette solution est bénéfique pour eux et que les risques sont extrêmement limités. Il y a quelque chose qui nous aide aussi beaucoup là-dessus, c'est la présence de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une sorte de garde-fou et qui, de toute façon, a le dernier mot et nous contrôle. Et donc, entre guillemets, donne aussi un coup de tampon qui est très rassurant pour des industriels. Donc, tous ces aspects-là font que cette option-là, elle est complètement envisageable. Et les industriels sont très intéressés parce que, comme je disais, les solutions qu'ils ont aujourd'hui, ils ont une feuille de route de décarbonation qui est importante, notamment pour les 50 sites en France les plus émetteurs. Et ils n'ont pas énormément de solutions qui leur conviennent, d'autant plus que nous, la solution qu'on propose, étant donné qu'une des spécificités du nucléaire, c'est que l'ensemble des coûts, la grande majorité des coûts sont au moment de la construction, ça nous permet de leur donner de la visibilité sur le coût de leur chaleur à long terme. Nous, on signe avec eux des contrats sur 20 ans. Et donc, comparé aujourd'hui à la solution qu'ils ont actuellement, qui est le gaz, donc qui a le défaut d'être très carboné, et d'avoir des prix très volatiles, et on l'a vu ces dernières années, pour un industriel qui est habitué au temps long, de savoir qu'il peut contracter sur très long terme sa source d'énergie, qui est l'une de ses principales sources de charge, c'est quelque chose qui est très important et qui est très bénéfique pour eux. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble des raisons qui poussent qui militent pour une installation du nucléaire directement sur des sites industriels. Nous, c'est l'usage de la chaleur, mais l'électricité aussi pourrait très bien, on pourrait très bien voir des projets où c'est un SMR qui produit l'électricité et qui la fournit directement à un site industriel. Ou qui même fait de la cogénération pour gérer le profil. Tout à fait. Et ça, c'est sur le deuxième point. Merci. Sur l'adaptation au profil de consommation.
nous, aujourd'hui, notre technologie ne présente pas nativement de possibilité de moduler la puissance et de fournir 5 ou 7 ou 10 ou 15 mégawatts. C'est plutôt 0 ou 20. Mais il y a un certain nombre de solutions qui sont en train d'émerger en ce qui concerne le stockage d'énergie thermique. Donc non pas sous forme d'électricité, mais bien sous forme de chaleur. Il y a la possibilité, en effet, comme tu le disais, d'installer aussi une turbine et du coup, quand les besoins de chaleur sont importants, on produit majoritairement de la chaleur et on peut faire de la cogénération quand il y a des besoins en chaleur moins importants et du coup, injecter l'électricité produite sur le réseau. Ça, c'est un autre point. Et il y a des technologies aussi de réacteurs. Je pense notamment aux réacteurs à sel fondu. On n'en a pas encore parlé, mais c'est quelque chose qui existe, qui est en cours de développement. Il y a encore besoin de pas mal de R&D, mais c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Où dans ces fameux sels fondus, il y a une forte inertie thermique et donc il y a une capacité de stocker. Alors, vraisemblablement, et là je ne suis pas du tout un expert, mais pas sur des durées longues au-delà de plusieurs jours, mais ça permet de moduler vraisemblablement des variations intraday de la consommation et du profil de consommation d'un industriel. On parle de quelle température sur ces... Alors nous, on est grosso modo entre 200 et 450 degrés. Ça permet d'adresser un certain nombre d'industries. J'ai cité la chimie, l'agroalimentaire, la papeterie. Voilà, c'est les principaux consommateurs. Malheureusement, c'est pas une température suffisamment élevée pour adresser la verrerie, la sidérurgie, la cimenterie. Mais il y a des opportunités de développement et alors il faut faire un petit peu de R&D, mais notre réacteur techniquement peut monter à des températures qui sont assez chaudes pour fournir de la température qui peut aller jusqu'à 900 1000 degrés. Aujourd'hui, on est limité par les matériaux, on utilise des alliages métalliques pour un certain nombre de composants qui, eux, ne résistent pas forcément à ces températures. Et donc, il existe des solutions, mais qui, aujourd'hui, n'ont pas été testées, n'ont pas été éprouvées. Il faut savoir que quand vous mettez un matériau dans un réacteur, en fait, il faut que vous ayez éprouvé un matériau qui est sous un flux neutronique, donc des neutrons qui participent à la réaction de fission. Il faut que ça ait été testé et que on ait une connaissance de la réaction et du vieillissement du matériau, en effet, sous ces neutrons. Donc ça, c'est des développements, ce qu'on appelle des campagnes de qualification et des campagnes d'irradiation qui prennent du temps. Mais c'est une opportunité importante de développement pour nous à moyen terme. Nous, on a fait le choix stratégique d'essayer d'utiliser au maximum des technologies qui étaient maîtrisées pour pouvoir aller le plus rapidement au marché et avoir des revenus, parce que on considère que c'est très compliqué pour une start-up de vendre des horizons de rentabilité à 15 ans. Donc l'idée, c'est d'aller le plus rapidement au marché. On vise la mise en service de notre premier réacteur fin 2026, début 2027. Et donc, une fois qu'on aura ça, une fois qu'on aura démontré notre modèle, maintenir et faire des améliorations de R&D seront possibles. Mais ça fait partie de la stratégie. Tout le monde ne suit pas cette même stratégie. Il y en a d'autres qui ont préféré se lancer sur des projets très ambitieux en termes de R&D, avec des développements plus longs. Nous, on a choisi une autre voie. Et pour compléter, du coup, par rapport au schéma, précédemment, tu évoquais que vous vouliez financer ce type de projet sur un schéma financement de projet. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus? Comment vous envisagez le financement du coup de SMR? Oui, alors ça pour le coup, ça dépend vraiment des projets. Vous avez des gros projets, les New World, les New Scale, où le coût du CAPEX reste supérieur à 1 milliard d'euros. C'est des projets qui vraisemblablement seront financés comme des gros projets utility, probablement sur bilan. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Nous, on a un objet, entre guillemets, un générateur qui, d'un point de vue unitaire, a un coût qui, à terme, c'est notre objectif, est de 50 millions d'euros. Et donc ça, c'est des échelles de coûts qui sont plus facilement finançables en financement de projet. Et par ailleurs, l'idée est bien sûr de signer un contrat PPA avec l'industriel pour acheter cette chaleur. Et donc,
une fois qu'on a défini ça, on se dit que on a deux ingrédients très importants pour permettre du financement de projet et que on peut envisager et on peut creuser cette piste au maximum pour pouvoir mettre en place les schémas classiques qu'on connaît pour le développement des autres infrastructures et notamment des infrastructures d'énergie renouvelable. Donc l'idée, c'est de devenir une sorte d'IPP comme l'éolien et le solaire, et de pouvoir garder la propriété des actifs, éventuellement faire appel à des fonds d'infrastructure pour aussi partager les fonds propres qui sont injectés dans les SPV. Mais en tout cas, c'est le modèle qui permet d'avoir recours de la manière la plus importante possible à des financements bancaires et qui permet de financer ce parc parce que du coup notre objectif c'est de déployer plusieurs dizaines de générateurs. Malgré tout ça fait des chiffres ça chiffre assez vite dès qu'on en finance plusieurs par an, et ça veut dire qu'il faut lever des fonds à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an, et donc évidemment le financement bancaire c'est l'objectif, et donc aujourd'hui on réfléchit et on est d'ailleurs les bienvenus tout le monde est bienvenu pour venir réfléchir avec nous, discuter de comment rendre ces projets bancables et faire en sorte que ce modèle qui a permis le développement des ENR et avant ça d'autres infrastructures de transport plus traditionnelles puisse être adapté au développement des SMR. Et donc justement, tu évoquais d'autres projets. Ximena, je sais que tu as plein d'activités à l'international. Est-ce que, en France, les projets français de SMR, est-ce qu'on est en avance par rapport aux autres? Comment on se situe? Que font les autres pays? Est-ce qu'ils ont déjà commercialisé des SMR? Alors la France est pas mal en avance. En tout cas, c'est un pays qui porte beaucoup les petits réacteurs, puisque BPI France a investi dans 11 startups, donc 9 de fission et 2 de fusion, dont Jimmy fait partie. Et on essaye en fait d'aider le développement des petits réacteurs pour l'industrie. Il y a maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, au niveau européen, ça a complètement changé, alors qu'au niveau européen, ils étaient plutôt anti-nucléaires. Maintenant, ils viennent de créer une alliance industrielle pour le développement et la dissémination de petits réacteurs pour décarboner justement l'industrie. Ça a été fait cette année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que début février, la Commission a publié un communiqué par lequel, en fait, ils disent qu'ils souhaitent, c'est un objectif, peut-être pas très réaliste, mais de diminuer de 80% les importations de gaz et de pétrole, ce qui veut dire que les industriels ont vraiment besoin de trouver une solution alternative. Surtout qu'ils veulent sortir du charbon aussi par la même époque. Donc il y a une véritable urgence maintenant en Europe, et la France est vraiment le pays qui développe le plus de réacteurs. En fait, il y en a quelques autres aux Pays-Bas, au Danemark, mais c'est vraiment la France joue un rôle de modèle. Aux États-Unis, il y a énormément aussi de petits réacteurs, évidemment, qui sont développés là-bas. Mais je trouve que étonnamment, il y a des projets, mais ça foisonne. Moi, j'ai voyagé au Canada. Ça foisonne beaucoup plus au Canada. Au Canada, ils sont alors à fond sur le nucléaire et à fond sur les petits réacteurs. Parce qu'eux, ils veulent remplacer justement, tu disais tout à l'heure, d'apporter l'accès en fait à cette énergie décarbonée à des personnes qui sont isolées dans le nord canadien. Donc effectivement, eux, ils ont des générateurs qui fonctionnent au fioul. Donc ils veulent remplacer ces petits générateurs par des petits réacteurs. Puis ils ont besoin de se chauffer. Ils ont besoin de se chauffer. Ils ont besoin d'électricité, c'est certain, et donc ils veulent décarboner en fait comme ça. Donc au Canada et en Europe, ça foisonne. Il n'y a pas encore dans ces pays-là de petits réacteurs qui soient en exploitation, qui étaient vendus à l'industriel. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Mais tous les industriels sont à la recherche désespérément d'avoir ce genre en fait
d'énergie, notamment, alors vous avez dû déjà lire Microsoft, Google, Amazon, ils sont tous en train de discuter avec des développeurs de petits réacteurs pour leur data center, et aussi parce que l'intelligence artificielle demande énormément d'énergie. Donc, il y a un véritable marché, c'est certain, mais la France est vraiment le pays qui se porte, qui porte ces projets le plus, en fait. Et je ne sais pas si tu sais, sur les types de financement, pour l'instant, c'est surtout des fonds publics ou... Oui, alors justement, pour l'instant, c'est vrai que les grands réacteurs ont été tous financés, enfin la plupart, par des fonds publics. Bon, exceptionnellement aux États-Unis, c'était par des fonds privés, mais ils ont eu la concurrence en fait d'autres énergies qui étaient moins chères en fait que le nucléaire à un moment donné. Donc, ils ont eu énormément de problèmes. Mais maintenant, le gouvernement américain est en train de soutenir en fait toutes ces sociétés privées pour leur permettre de continuer l'exploitation des grands réacteurs nucléaires. Donc, en fait, les petits réacteurs, c'est quelque chose de complètement nouveau parce que les clients vont être différents. Parce que les clients, ça va être des industriels. Parce que le risque aussi doit être est nettement est moins important que pour les grands réacteurs. Et donc, les banques sont en train de regarder tout ça de très près. Et il y a définitivement un appétit parce qu'ils savent aussi que c'est une énergie du futur et qu'il va falloir financer. Donc, l'État risque peut-être d'aider les premiers en fait petits réacteurs, mais bon, ils ont clairement dit qu'ils n'allaient pas faire ça à 100%, mais ça doit être un public-private partnership, parce qu'ils ne le feraient pas tout seuls. Mais il faut lancer la machine, et les gouvernements sont prêts apparemment à aider. Peut-être pas non plus, ils veulent que le privé prenne la relève. Mais c'est vrai que les premiers prototypes, bon, c'est la question, c'est qui va payer en fait pour toute la phase de développement qui est assez chère, et aussi surtout la phase d'autorisation avec l'autorité de sûreté. Donc, parce que c'est cher, il faut déposer, c'est des années en fait d'explication avec l'autorité de sûreté. Donc, Neward, eux, ils ont essayé de diminuer les coûts de cette phase-là en discutant avec 6 autorités de sûreté différentes en Europe. Avec la France, la Finlande, la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas, j'en oublie un, la Suède, merci. Et donc eux, ils discutent avec 6 simultanément. Donc les frais sont diminués parce qu'ils fournissent un dossier. Elles travaillent ensemble, mais alors encore une fois, la Convention sur la sortie nucléaire s'applique. Donc chaque autorité de sûreté va prendre sa décision séparément. Mais au moins, ça peut diminuer les frais quand on souhaite en fait vendre ces réacteurs à l'export. Et après, il faut trouver l'argent pour développer les 6 projets en même temps. Il faut trouver les clients surtout qui vont apporter l'argent. Pardon, vas-y. Oui, non, et donc je sais pas si, je sais pas si tout le monde a vu. Donc il y a déjà eu des projets il y a eu France 2030 donc Jimmy a été un des lauréats, qui a apporté une 30aine de millions d'euros, je crois. Oui, c'est ça. Le programme France 2030 pour le nucléaire était doté de 1 milliard d'euros. 500 millions étaient réservés au SMR d'EDF, donc Neward, 500 millions aux réacteurs nucléaires innovants. Il y a eu une première phase, une première relève qui a distribué environ entre 120 et 130 millions d'euros pour 11 lauréats. Nous, on a eu la chance d'être les plus dotés avec 32 millions d'euros. Et il va y avoir d'autres relèves qui vont arriver. Malheureusement, on a appris qu'il y avait une partie de l'enveloppe qui faisait partie des économies budgétaires du budget de l'État. Donc, au total, les 500 millions ne seront pas distribués dans leur intégralité. Mais en effet, c'est très important, et on voit cette attractivité parce qu'il y a des startups comme Nucleo qui à l'origine sont des startups italiennes. Qui est une startup italienne, il y a une startup qui s'appelle Torizon qui est à l'origine des Pays-Bas, qui pour cette raison sont venus
ouvrir des bureaux en France, localiser une partie de leur R&D en France, de leurs projets futurs en France, parce que du coup, ils pouvaient avoir accès à ces programmes de subvention. Donc ça montre bien l'attractivité, au moins à l'échelle européenne, de la France pour les SMR via ce programme qui existe maintenant, enfin, qui a été lancé il y a 2 ans. Pour en revenir sur les aspects peut-être plus opérationnels, en France, du coup, on a, comme tu disais, on a beaucoup de personnel. Comme on a une expérience dans le nucléaire, il y a également du personnel. Mais le principe même des SMR, c'est de pouvoir apporter de l'énergie dans des zones qui sont isolées. Comment on fait aujourd'hui pour pouvoir apporter en fait du personnel dans ces zones, faire en sorte que les SMR soient sûrs? On utilise des dispositifs de sûreté qu'on qualifie de passives. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Oui, alors si on commence, enfin la sûreté active, c'est la sûreté qui est dans des réacteurs comme Flamanville, nécessite en fait en cas d'accident et en cas d'arrêt du réacteur, il continue à y avoir une production de chaleur qui est faite par le réacteur. Il y a une certaine inertie thermique et donc il faut évacuer cette chaleur, sinon vous pouvez atteindre des températures très importantes. Et donc pour évacuer cette chaleur, il y a des circuits de refroidissement qui marchent avec des pompes qui fonctionnent à l'électricité. Donc le système actif, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir toujours un système qui fonctionne pour pouvoir refroidir le réacteur. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des centrales sont situées au bord de rivières ou de points d'eau pour pouvoir avoir accès à cette eau qui permet de refroidir les réacteurs. Un certain nombre, je ne sais pas si c'est le cas de tous les réacteurs innovants, mais ont des caractéristiques de sûreté passive, qui veut dire que au cas où il y a un dysfonctionnement et nécessite un arrêt du réacteur, il va continuer à y avoir une production de chaleur, mais que cette production de chaleur est totalement maîtrisée et relativement faible. En fait, ça c'est parce que c'est des réacteurs qui sont beaucoup moins puissants que les gros réacteurs, beaucoup moins, pour simplifier, beaucoup moins optimisés. Et donc, de par ce fait, la puissance résiduelle va pouvoir naturellement s'échapper et le réacteur va refroidir assez rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'entretenir des équipements qui continueront à tourner quoi qu'il arrive. Et donc, c'est quelque chose de très fort parce que ça évite d'avoir à avoir énormément de redondance sur les systèmes, de se dire si j'ai une panne sur tel système, il me faut un deuxième système, puis si j'ai une panne sur ce deuxième système, il me faut un troisième système. Et ça, c'est un des gros points forts des SMR. C'est la sûreté passive et c'est le corollaire de ça, c'est qu'en fait, en effet, c'est des réacteurs qui sont relativement peu puissants, qui ont ce qu'on appelle une densité de puissance qui est assez faible et donc qui ont des risques pour les populations. Et c'est ce qu'on a évoqué un peu avant, qui sont assez faibles. Nous, aujourd'hui, dans notre dossier qu'on a remis auprès de l'autorité de sûreté, où justement, c'est vraiment l'objet de ce dossier, c'est de faire une démonstration de sûreté. Donc, c'est de prendre tous les cas de défaillance possibles et de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, où est-ce qu'on va, est-ce que la situation est dangereuse ou pas, etc., etc. Et nous, dans notre cas de pire accident, où on a des défaillances cumulées, on a mesuré l'impact que ça a en termes de rejet. Donc à 100 mètres du réacteur, pendant 24 heures, il y a un rejet qui est mesuré à 4, ce qu'on appelle des millisieverts, qui est une mesure de débit de dose, et qui est l'équivalent à peu près de quand vous faites un gros scanner dans un centre médical. Et donc, ça, c'est un argument très fort pour l'acceptabilité sociale, pour l'autorité de sûreté, c'est de dire, en fait, notre pire accident, quand on se situe à 100 mètres et pendant 24 heures, pardon, ça j'ai oublié de le préciser, pendant 24 heures, vous restez à 100 mètres du réacteur qui connaît son pire accident, vous avez autant d'exposition à des isotopes radioactifs que quand vous faites un scanner. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très fort dans les SMR et qui permet d'envisager justement de s'implanter de éventuellement avoir un grand nombre de sites, de ne plus parler de 50 réacteurs en France, mais peut-être demain de 100, 150, 200. C'est beaucoup plus simple et c'est ce qui nous permet aussi, nous,
de par cette sûreté passive, d'opérer un réacteur ce qu'on appelle téléopéré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'opérateur sur site. En gros, il fonctionne tout seul et il y a juste un opérateur qui est dans un centre de télésurveillance et qui monitore l'ensemble des réacteurs avec un fonctionnement très simple qui est en fait un bouton on ou off en fonction des paramètres et de si ça dévie des caractéristiques du réacteur. Donc, c'est ça aussi la logique du SMR, c'est de simplifier au maximum tout en ayant évidemment cet objectif de sûreté qui est très important, qui nous est imposé par les conventions internationales, par l'autorité de sûreté, et donc de pouvoir arriver à ce type de schéma qui fonctionne, c'est-à-dire de pouvoir avoir des sites délocalisés où on a des réacteurs nucléaires. Est-ce que justement le fait que ces risques sont maîtrisés, on va dire, ou sont moins importants, est-ce que ça veut dire des demandes de permis qui sont plus rapides, plus facilitées que quand on va l'installer sur un site industriel, qu'est-ce que ça représente en termes de durée? Je dirais oui et non. Aujourd'hui, le cadre réglementaire français prévoit une durée de 3 ans. À partir du moment où on dépose le dossier auprès de l'autorité de sûreté pour qu'on puisse avoir une réponse, sachant que ce délai peut être prolongé et qu'à chaque fois que l'autorité de sûreté pose des questions, ça arrête le chrono. Donc ça peut être beaucoup plus long. Malgré tout, évidemment que un projet qui est très complexe au sens où il y a assez peu de marge et finalement, en cas d'accident, les conséquences sont très importantes. Comparé à un projet où on arrive à démontrer que finalement il y a des marges de sûreté un peu partout et que même dans le cas du pire accident, l'impact est très fort, forcément c'est plus facile à instruire pour l'ASN. Donc nous, notre idée, c'est qu'aujourd'hui, fort de ça, on s'attend à ce que la première instruction soit longue parce que c'est une technologie nouvelle, au sens un design nouveau. Donc l'autorité de sûreté va prendre tout son temps pour se familiariser, pour se faire un avis là-dessus. Après, toute la logique du SMR, c'est que vous ne fassiez pas 10 000 changements de l'un à l'autre, parce que sinon, on redémarre tout un process. Et donc, nous, ce pourquoi on milite, c'est de se dire, voilà, à partir du moment où, finalement, tous les dossiers sont très similaires, ils le sont pas nécessairement, ils peuvent pas l'être parce que il y a quand même des spécificités qui sont dues au site, notamment le risque sismique est quantifié de manière, est différent d'un endroit à l'autre et elle peut amener des réponses qui sont différentes. Mais si on met de ce côté quelques spécificités très liées au site, 95% du dossier sera le même d'un réacteur à l'autre. Et donc, nous, c'est très important pour qu'on arrive à convaincre l'autorité de sûreté là-dessus et qu'en effet, on arrive à la fin à des procédures d'autorisation qui soient plus rapides. Parce que sinon, en fait, on garde une sorte de barrière à l'entrée. Si à chaque fois, pour développer un projet nucléaire, il nous faut 5 ou 6 ans, en fait, dans ce cas-là, il vaut mieux développer un projet qui fasse une taille importante parce qu'il y a un coût de développement, un temps de développement qui est hyper long. Et donc voilà. Donc, en effet, le pari du SMR et le pari que nous, on a fait d'avoir un tout petit réacteur, c'est de dire on a quelque chose de simple, de sûr, et qui est juste un copier-coller qu'on va faire à chaque fois. Et donc, la première fois, ça va prendre du temps. Les autres, ça prendra beaucoup moins de temps. Et justement, là, du coup, on parle de design, de conception du SMR, mais il y a aussi de l'opérationnel, la partie opérationnelle. Est-ce que le fait que vous présentiez comme propriétaire et exploitant, est-ce que c'est un schéma que vous comptez reproduire à chaque fois, ou est-ce que justement vous comptez vendre aussi votre technologie et permettre à aux industriels sur place de jouer ce rôle en fait d'exploitant, ce qui au final est une logique peut-être un petit peu différente. Oui. Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, là, le schéma dont je vous parle, c'est le schéma qu'on envisage en France. Il est très probable, en tout cas, on envisage fortement de nouer des partenariats avec des industriels locaux. On a déjà été contacté par un certain nombre d'entre eux, quand je dis locaux, c'est à l'étranger, qui connaissent bien la réglementation du pays, éventuellement l'autorité de sûreté nucléaire. Nous, on n'a pas cette connaissance aujourd'hui, et c'est une barrière à l'entrée supplémentaire pour s'implanter dans une nouvelle juridiction. Et donc,
on s'achemine vers un schéma un peu mixte où sur notre marché domestique, entre guillemets, on vise d'être nous-mêmes exploitants. On considère que c'est important aussi pour asseoir notre crédibilité, d'être exploitant et propriétaire du site. Mais en revanche, on envisage et on est tout à fait ouvert à ce qu'à l'étranger, on noue des partenariats avec des industriels qui sont nucléaires, industriels de l'industrie du nucléaire, énergéticiens au sens plus large, pour que eux aient l'exploitation, aient la responsabilité de l'exploitation du site. Je pense que juste sur ce point-là, ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'autorité de sûreté devra approuver en fait l'exploitant. Il devra être approuvé, donc il faut qu'il prouve qu'il a les connaissances techniques, qu'il a la capacité financière de faire face en fait à l'exploitation et au risque d'accident. Et donc du coup, ça aussi pour le financement de projet, une des particularités que les banques des fois cherchent de pouvoir éventuellement remplacer l'exploitant s'il y a un cas de problème ou autre, ce ne sera pas possible puisqu'il faut qu'il soit autorisé par l'autorité de sûreté. Donc aussi, ce que je voudrais juste préciser aussi, c'est la pression internationale sur les autorités de sûreté nationales. Alors, je parlais de leur indépendance. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la Convention sur la sûreté nucléaire, il faut que tous les pays présentent devant l'Agence internationale de l'énergie atomique un rapport sur toute décision liée à leur activité nucléaire nationale. Et les autres pays ont le droit de commenter, faire des remarques sur ces rapports-là. Donc, toutes les autorités de sûreté nucléaire qui sont en train de revoir ces nouvelles technologies, comme vous pouvez l'imaginer, sont en train de faire ça, parce qu'en plus, c'est les premières fois qu'ils sont en train de les autoriser, de le faire de façon extrêmement consciencieuse, parce qu'ils ne veulent pas que la prochaine fois qu'ils vont aller devant l'AIEA présenter le rapport national, avoir des commentaires de la part des pairs sur ce qu'ils ont fait. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les autorités de sûreté sont aussi sont en train de faire ça de façon très dans les détails consciencieuse. Sans aussi rajouter le fait que comme dans toutes les organisations nucléaires en ce moment dans le monde, ils n'ont pas suffisamment de personnel. Donc ça aussi, c'est autre chose. Vous évoquez exactement ça l'an dernier, qu'il manquait cruellement de personnel dans le nucléaire et qu'il fallait davantage former des ingénieurs et des techniciens nucléaires. Un dernier pan de ma question, justement, c'est sur les déchets radioactifs. Du coup, on s'imagine plein de sites nucléaires, du coup, plein de SMR qui ont des déchets. Comment on gère, comment on les traite, comment on les achemine, comment ça fonctionne finalement, ce schéma qui est plus avec 56 réacteurs en France, mais avec une multitude, disons, de petits réacteurs modulaires. Oui, c'est une très bonne question. Alors sur le sujet des déchets, c'est quand même assez proportionné à la puissance d'un réacteur. Donc en fait, faire un petit réacteur génère potentiellement, en tout cas sur la partie combustible usée, un volume de déchets moindre. Nous, c'est un point qui est très important pour nous, et de toute façon, l'autorité de sûreté est aussi très attentive à cela. On ne peut pas présenter un projet qui n'a pas pensé, étudié l'aval, ce qu'on appelle l'aval de son cycle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des déchets. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les filières existantes de retraitement des déchets, éventuellement de stockage à long terme, avec le projet CIGEO qui est toujours en projet. Mais l'idée, et ça c'est regardé de très très près par l'autorité de sûreté, notamment parce qu'ils savent aussi que ça va être une question très importante du public, c'est de s'assurer que sur le sujet des déchets, il y a une solution il y a une ou d'ailleurs plusieurs solutions qui existent, des options qui existent et qui permettent la maîtrise, le retraitement ou le stockage à long terme de ces déchets. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on s'est inséré. Après, en effet, multiplication des sites veut dire augmentation du volume des déchets. Ça, c'est indéniable. Même si
et je te laisse la parole. Il y a aussi ces autres startups qui regardent le potentiel de fermeture du cycle et donc de pouvoir utiliser des déchets nucléaires de combustible pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir régénérer du combustible frais. Donc il y a aussi cette option qui est importante et qui est un projet historique français où il y a eu beaucoup de recherches menées par le CEA sur ce sujet et qui est le cœur de la thèse de certaines startups françaises. Tu veux compléter, Ximena? Oui, je pense que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, enfin dans la plupart des pays nucléaires, il est prévu que lorsqu'on lance en fait un projet de nouveau réacteur, il faut déjà penser, comme tu disais, donc à la fin du cycle, mais aussi il y a des fonds qui doivent financer dès que le réacteur commence à être en exploitation, afin de pouvoir après démanteler ou aussi retraiter donc les déchets radioactifs. Donc les fonds doivent être présents et donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on finance ce genre de projet. Oui, Une garantie c'est le cas cash. en France. Ouais. Ouais, c'est du cash pour le coup. Contrairement à d'autres secteurs, c'est des provisions cash qui sont faites et qui sont calculées, qui sont contrôlées par les différentes autorités de tutelle. Où pour chaque réacteur, il faut qu'on s'assure d'avoir ces provisions qui permettent d'un côté le démantèlement. Donc comment est-ce que je rends à terme un site qui est vierge entre guillemets et tout ce qui est gestion des déchets. À la fois le combustible usé et les déchets. En effet, vous allez avoir des matériaux, des équipements qui vont être activés par le fait du flux neutronique. Et donc, ça peut être des métaux, etc. Et donc ça, il y a aussi des filières dédiées là-dessus. Dernière question. Donc on n'a pas encore parlé de l'usine, parce que qui dit réacteur modulaire, c'est quand même préfabrication en série, et le plus possible pour diminuer les coûts d'échelle. Ximena a parlé tout à l'heure donc une initiative pour faire autoriser 6 SMR en même temps. Quentin, est-ce que vous, de votre côté, chez Jimmy, vous envisagez justement de lancer une sorte de gigafactory des SMR? Alors, giga, c'est peut-être un peu prétentieux à ce stade. Nous, on essaye de faire des choses qui soient aussi modulaires dans nos développements industriels, c'est-à-dire de pouvoir accompagner, enfin que entre guillemets notre capacité de production puisse accompagner aussi le développement de l'entreprise et la croissance des besoins. Oui, en effet. Donc, comme on l'a dit, enfin, la promesse des SMR, c'est de miser sur un effet de série, sur le fait que quand vous allez passer des commandes, enfin, quand vous passez une commande pour 20 équipements, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous passez 20 commandes séparées de un équipement avec 6 mois d'écart entre chaque. Si vous faites cette dernière option, vous allez avoir malgré tout un effet d'apprentissage. Il y a plein de littérature sur comment baissent les coûts avec un effet d'apprentissage dans les projets industriels. Mais vous n'avez pas le vrai effet de série qui est la grosse commande qui permet à l'industriel, donc au fournisseur, au sous-traitant, de lui adapter sa machine de production et de se dire, bon, bah là, j'ai une commande ferme de 20 équipements. Je peux, du coup, ça me donne la visibilité pour adapter mon outil de production et pour pouvoir avoir une production qui est plus unitaire, mais qui est vraiment en série et qui, là, décroît fortement les coûts. Donc ça, c'est la logique de la série. Et donc, nous, on arrive, entre guillemets, un tout petit peu après ça. Une fois qu'on a les équipements, il faut monter le générateur. Et pour ça, c'est comment est-ce qu'on construit un générateur. Nous, on a fait le choix d'avoir une construction qui est au maximum modulaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire du montage sur skid. Ce qu'on appelle des skids, c'est des armatures métalliques que vous pouvez mettre sur un camion, enfin sur un poids lourd, quoi, entre guillemets. C'est à peu près la taille d'un conteneur, parfois un peu plus gros, mais en tout cas qui soit transportable facilement, qu'on puisse faire sur notre site. Donc en fait, on va prendre plusieurs équipements. En fait, on va définir des unités fonctionnelles. On va dire, bon, bah, je vais brancher tel équipement avec tel autre, etc. Et sur mon skid, je vais avoir peut-être 3-4 équipements branchés, parfois plus. Et je vais pouvoir les tester aussi sur mon site, m'assurer que les soudures ont bien été faites, etc. etc.
une fois que j'ai ça, en fait, c'est comme un Lego, c'est-à-dire qu'on va acheminer chacun des skids sur le site et puis on va les assembler et il n'y aura plus qu'à les relier, entre guillemets plus qu'à, mais le nombre d'opérations sur site et sur le chantier est bien inférieur, ce qui réduit considérablement le risque de construction, le risque qu'il y ait un accident sur le chantier au sens où il y a une grue qui, lors d'une opération de manutention, vient taper une partie du réacteur et du coup, là, on repère un mois parce qu'il y a eu des dommages, etc. Enfin, des choses aussi bêtes que ça, mais qui sont l'essence même du risque de construction. L'idée, c'est d'arriver à le limiter au maximum et du coup, à aussi gagner du temps dans notre construction sur site. Ça permet aussi d'ailleurs de travailler en temps masqué parce que ça veut dire que tant qu'on n'a pas l'autorisation de la part de l'autorité de sûreté, on ne peut pas commencer à construire. Mais si on commence à déjà faire à 80% du travail sur notre site en assemblant des bouts de réacteurs et en les acheminant après, ça permet aussi de travailler en temps masqué et de gagner énormément de temps. Et de limiter la coactivité aussi sur le site de l'industrie. Exactement. Il y avait une autre question. Non, mais en fait, j'étais lancée sur les Gigafactories. Ah, et donc, Gigafactory, je me suis dit aussi, avec toutes les Gigafactories qu'on veut construire en Europe et notamment en France, au service de la transition énergétique, on verra peut-être. Est-ce qu'on verra, du coup, demain des Gigafactories approvisionnées avec des SMR? Oui, moi j'y crois complètement. On a déjà signé des MOU, des LOI avec des gens qui font des gigafactories en France pour leur approvisionnement en chaleur. Donc oui, ils sont bien évidemment très intéressés, surtout que le mot gigafactory est quand même très corrélé avec tout ce qui est industrie décarbonée. Et donc il y a une cohérence naturelle avec le nucléaire. Et ils sont très intéressés, que ce soit pour l'électricité, pour la chaleur. Je pense qu'on verra arriver ça. Ouais. Super. Oui, je pense c'est bon, on a posé toutes nos questions. J'ai plus de questions. Merci beaucoup. On va peut-être laisser les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'abord, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est par rapport... Tu sais qu'actuellement, vous n'avez pas encore de financement, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas encore un système de financement mis en place parce que c'est un nouveau marché. Les banques ne sont pas encore... Les projets ne sont pas encore bancables, type financement de projet. À part les aides publiques via, comme vous venez de le dire, France 2030, que vous avez gagné. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? C'est 100% equity pure que vous utilisez? c'est tout à fait. C'est des fonds propres, ça c'est vrai que je l'ai pas. Je suis passé très vite sur la présentation de Jimmy. Nous, on a levé 19 millions d'euros de fonds propres en deux levées, depuis 17, auprès d'investisseurs qui viennent du monde de l'énergie, Eren Noria, et auprès d'investisseurs Vici. Voilà, et en ce moment, on est en cours de levée de fonds pour cette deuxième phase et pour pouvoir, disons que la première phase, c'était vraiment de la conception et d'aller jusqu'au dépôt de demande d'autorisation de création. Maintenant, la nouvelle phase qui s'annonce devant nous, c'est de passer les commandes pour les équipements. Certains ont des temps d'approvisionnement qui sont assez longs. Donc, si on veut tenir cet objectif de 2027, on est obligé de passer les commandes dès maintenant. Et c'est vrai que pour financer un premier de série, c'est compliqué d'avoir du financement bancaire. Il y a des schémas malgré tout, il y a des schémas qu'on regarde avec des financements un peu spécifiques, avec éventuellement des garanties de la part de la BPI. Enfin, il y a des solutions, mais aujourd'hui, l'essentiel de nos fonds, ça sera en effet du financement public et des fonds d'investissement. Et après, l'idée, c'est en fait, une fois qu'on a un premier de série qui fonctionne, c'est déjà une étape très importante, qu'on a réussi à avoir un chantier qui s'est bien déroulé, qui n'a pas pris 5 ans, tout ce genre de sujets qui sont encore beaucoup dans la tête des banquiers quand on parle nucléaire. On peut envisager de commencer à trouver des schémas de financement qui peuvent être intéressants
Donc ça, c'est entre guillemets la prochaine étape, mais elle se construit dès aujourd'hui, notamment avec une discussion avec le régulateur, l'État et le législateur sur comment adapter le cadre juridique pour pouvoir permettre à terme un financement bancaire. Ok. Et je suppose que vous êtes financé actuellement avec des coûts un peu plus, trop élevés par rapport à ce qui se passe dans le projet de finance en général, parce que c'est la phase de développement. Et quand vous n'aurez pas le go de l'autorité, pardon, j'ai oublié le Sûreté nom. nucléaire. Oui. L'autorité de sûreté. C'est ça. La L'autorité de SM. sûreté, comment ça se passe? Parce que pendant 3 ans, Oui. je suppose que ça dure 3 ans. Et quand l'autorité l'autorité dit non, que vous n'aurez pas le projet ne passe pas, vous faites comment? Alors, on appelle chez White Ah, Case, ils ont des oui, avocats mais, restructuring très réputés. Aujourd'hui, nous, on n'envisage pas que l'autorité de sûreté dise non. Justement, c'est aussi un dialogue. Enfin, en fait, là où on pourrait en arriver, qui serait un cas très pénalisant pour l'entreprise, c'est que l'autorité de sûreté nous pose des conditions sur la sûreté qui demandent de rajouter des dizaines, des centaines d'équipements qui feraient que le réacteur n'est plus ou même ne sera plus, qu'on ne voit pas de rentabilité à long terme, même si on compte sur un effet de série, on se dira, en fait, on s'en sort pas parce qu'ils nous ont multiplié par 3 le nombre d'équipements et du coup, le coût du CAPEX explose complètement et on va pas y arriver. Donc, ça, c'est le cas, c'est le pire cas, entre guillemets, et qui, du coup, mènerait probablement à l'abandon du projet. Mais je suis pas sûr qu'un jour, je pense pas qu'on aurait un non. C'est plutôt un dialogue qui se noue avec l'autorité de sûreté, de dire, OK, mais nous, on a besoin de ça, 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 et puis on retourne vers eux, et puis ils nous rajoutent encore, etc., etc. Ça sera plus ça le risque. En effet, dans ce cas-là, on aura commandé des équipements qui n'auront pas servi. C'est malgré tout une possibilité qu'il faut envisager. Mais nous, on trouve que c'est trop complexe. Enfin, en fait, il y a un nombre important d'équipements qui demandent des durées de commande qui sont de 1 an et demi, 2 ans. Donc, si on envisage d'attendre 3 ans d'avoir le go de l'autorité de sûreté, après de passer les commandes, après de faire la construction, on retombe dans ce schéma où on va dire à nos investisseurs, venez avec nous, on vous emmène dans un long voyage où en fait les premiers revenus, on les touchera en 2034. Et ça, c'est compliqué. Justement, avec ces sujets de coûts de financement, ça nous semble très compliqué. Donc, il y a ce risque, en effet, qu'il faut prendre initialement, de se dire, nous, on a choisi de passer commande et on est confiant. De toute façon, le discours avec l'autorité de sûreté, il n'a pas commencé au moment où on a déposé le dossier. On discute avec eux depuis 2 ans. On a des réunions, je pense, mensuelles avec eux. Et donc, on sait que ça avance, on sait que ce type de réacteur, cette famille de réacteurs, il y en a eu quelques-uns qui ont été développés dans le monde, donc c'est quelque chose qui est viable. Nous, on l'adapte sur certains points, et donc c'est là-dessus que l'autorité de sûreté doit se prononcer, mais on est assez confiant là-dessus. Une autre question. Ouais. Donc, merci pour cette présentation. J'aurais quelques questions sur le financement, plus d'un point de vue cycle du combustible, donc le cycle amont, et ensuite provisionnement pour le démantèlement et les déchets. Donc déjà, cycle amont, je comprends aujourd'hui que Jimmy a un projet avec d'autres opérateurs de SMR, notamment Blue Capsule, pour créer une usine de production de combustible. Donc j'aurais aimé savoir un peu plus quels étaient les schémas de financement aujourd'hui retenus. Et l'autre sujet, c'est ensuite sur le provisionnement pour le démantèlement et les déchets. Donc on a mentionné le fait qu'on a besoin d'un provisionnement initial. Donc est-ce que ça fera l'objet d'un ticket pour les clients ? Et deuxième question, pour le combustible de Jimmy, aujourd'hui c'est du triso qui n'est pas traité par la filière française et c'est pas non plus prévu. Comment vous allez dimensionner du coup la provision pour le traitement des déchets, compte tenu du fait que cette filière n'existe pas, et donc il y aura probablement des investissements très lourds à faire. Alors, donc, le premier point sur un partenariat potentiel avec Blue Capsule, moi je ne suis pas au courant, donc je viens d'apprendre. Non,
Plus sérieusement, nous, en effet, le combustible qu'on emploie dans nos réacteurs, c'est ce qu'on appelle des particules triso, qui est le combustible relativement classique des HTR, qui est en fait, il y a beaucoup de réacteurs de notre famille, enfin de startups qui développent des réacteurs de notre famille aux États-Unis. Donc, il y a 2 startups aux États-Unis qui ont développé leur propre capacité de production de combustible. Et nous, on a jugé que c'était aussi un point très stratégique, et donc on internalise aussi cette production. Donc, l'usine de production de combustible triso. En gros, qu'est-ce qu'une particule triso? Une particule triso, c'est une petite bille d'uranium qui est entourée de couches de carbure de silicium et de carbone, et qui permet, en fait, c'est l'un des facteurs qui permet d'avoir un réacteur très sûr. Donc c'est en train de devenir un peu un standard. Elles ont été qualifiées pendant plus de 10 ans dans les réacteurs de recherche aux États-Unis. C'est en train de devenir un des standards du combustible de l'industrie nucléaire au niveau mondial. Et donc, nous, on a jugé que c'était très important aussi d'un point de vue souveraineté et même d'un point de vue stratégique pour l'entreprise, de maîtrise du savoir-faire sur le combustible, d'internaliser cette production de combustible. Donc ça en gros, cette production de combustible, c'est une usine chimique qui vient produire ces petites particules triso, et puis après ce qu'on appelle les pellets de combustible, qui sont les particules triso enserrées dans du graphite qu'on vient mettre dans les réacteurs. Et donc ça, la question se pose aussi en effet pour le financement. Donc ça fait partie du projet dans son ensemble. Donc il y a forcément une partie en equity, et il y a une réflexion sur comment le financer en dette avec des spécificités qui sont propres. Là, on parle plus d'un réacteur nucléaire, on parle d'une usine de production de combustible. Donc, c'est encore un sujet différent avec des contraintes, des spécificités différentes, un profil de risque différent. Et donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Pour l'instant, c'est encore assez tôt. On envisage une construction modulaire, donc de commencer par une production à vraiment à petite échelle avec un seul module. On estime environ le coût de ce module à une 40aine de millions d'euros pour y aller par la stratégie des petits pas, et progressivement pouvoir augmenter les capacités et mobiliser éventuellement des financements bancaires, des fonds propres venant de tiers, etc. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'était sur... J'ai oublié. J'aurais dû noter. La garantie. Ah oui, la garantie, pardon. Le traitement des déchets. Oui, en fait, ça va être payé par les clients dans la mesure où nous, on fournit un prix global de la chaleur. Et du coup, ça intègre le fait que en tant qu'exploitant nucléaire, on doit réaliser des provisions pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces coûts. Les provisions étant estimées, il y a des règles d'indexation, d'actualisation pour estimer le montant exact de ces provisions. Mais oui, du coup, ça va se répercuter fatalement sur le prix auquel on vend la chaleur. En revanche, c'est nous, en tant qu'exploitants nucléaires, qui constituons les provisions. Et peut-être une fois que vous aurez développé plusieurs projets SMR, il y aura possibilité peut-être d'une espèce de mutualisation des risques, un foisonnement, et de se dire que le risque de pas être obligé de répercuter le coût unitaire sur chaque, parce qu'en se disant ça va pas arriver en même temps. C'est une très bonne idée, mais ça, il faut négocier avec les services de l'État pour ça. Pour l'instant, c'est pas le sens de la réglementation. Peut-être qu'il y aura des évolutions, on ne sait jamais. Mais en effet, après, pour la gestion, bien évidemment, il y a un effet quand même de mutualisation, et on gère un plus gros montant. Donc ça permet de gérer les provisions, les placements, etc. de manière un peu différente que quand on a des provisions pour un seul réacteur. Donc oui, il y a cet aspect-là. Après, ça ne diminue pas forcément le montant des provisions. Peut-être une dernière question ? Ouais. Moi, j'ai une question sur la compétitivité de la technologie pour un industriel en termes d'achat d'électricité. Quel est l'avantage pour lui d'avoir un réacteur nucléaire qui a, de ce que je comprends, des capex mégawatts plus importants que, par exemple, avoir des panneaux solaires sur site couplés avec des batteries, ou même en grande mounted, c'est-à-dire à côté du site, pour des puissances qui sont
à peu près comparables, si on ne parle pas de centrales de 400 MW par exemple. Mais comme vous parliez de 20 MW, etc., quel est l'avantage pour lui d'un point de vue économique de mettre une centrale ? Alors, sur les réacteurs qui produisent de l'électricité, ce qui n'est pas notre cas, je suis pas, je sais pas, je n'ai pas exactement les économiques en tête, pour être très honnête. Sur le sujet de la chaleur, en fait, nous, typiquement, on produit du coup de la vapeur d'eau qui est injectée dans les circuits des industriels. On a le concurrent principal aujourd'hui, c'est le gaz, qui est majoritairement utilisé, qui est plus compétitif que notre solution, mais qui, si on ajoute le coût des quotas carbone, on arrive à quelque chose d'assez similaire aujourd'hui en coût de revient. On a la biomasse qui est pareil, à peu près. On est à peu près dans la même zone on est légèrement plus compétitif que la biomasse. Sachant que la biomasse, il y a des questions, des interrogations sur l'approvisionnement à long terme. On est a priori beaucoup plus compétitif que l'hydrogène vert. Voilà. Après, je ne veux pas apparaître arrogant, il faut rester prudent. C'est des estimations à aujourd'hui. Il y a un effet de série qui doit se matérialiser. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre objectif, et on travaille d'arrache-pied pour ça, c'est d'arriver à une solution qui soit à des niveaux de prix relativement comparables au gaz et qui soit compétitif sans subvention. Ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des soutiens de l'État, par exemple, pour avoir des garanties sur des PPS, ce genre de choses, mais que le prix final à l'industriel soit compétitif avec le gaz. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et quand je dis le gaz, c'est le gaz, y compris quota carbone, parce que je ne suis pas sûr qu'on a... Enfin, peut-être si on se débrouille bien, on arrivera à baisser et à avoir un coût de la chaleur à 20, 25, 30 euros du mégawattheure, mais aujourd'hui, je suis pas... Je veux pas vendre ça. Ça serait pas responsable. Et puis, ce que disait Ximena au tout début, c'est que l'Union européenne pense à contraindre les industriels à diminuer drastiquement. Les importations de gaz, de fossil fuel vont être diminuées de 80%, c'est certain. Mais aussi, en ce qui concerne les batteries, en ce moment, on est en train de focaliser énormément sur de l'énergie propre, si on peut dire. Et moi, ce que je vois par rapport aux batteries, c'est que les batteries, c'est très polluant. Et donc, c'est savoir ce qu'on va en faire après. Donc, c'est le problème aussi qu'on a avec les voitures électriques. Parce que bon, ça, c'est... Et avoir aussi les matières premières de base, à un moment. Tout à fait. Donc, ça c'est pour ça que l'énergie nucléaire, en fait, en tout cas pour pour la chaleur, ça semble quand même assez indispensable pour les industries énergivores. Mais aussi quand on compare, alors c'est vrai que là peut-être pour cette capacité-là, on peut comparer avec le solaire et autres, mais plus une industrie a besoin de capacité. Alors là, je pense encore une fois aux Microsoft, Google et autres, donc qui ont énormément besoin d'énergie. Il y a aussi une utilisation du terrain, en fait, parce que pour la même capacité, en fait, on aurait besoin d'hectares d'éoliennes ou de solaire. Et en Europe, on ne peut pas se le permettre. On peut faire ça peut-être le grand nord canadien ou aux États-Unis, mais nous, ici, il faut que c'est une énergie qui est très, très dense. Et donc, ça permet aussi d'avoir une grosse capacité en énergie que les autres ne peuvent pas fournir. Bon, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui sont présents et à White & Case de nous accueillir ce soir. Et je vous invite à passer à côté pour un petit cocktail et poursuivre nos échanges de manière informelle. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.